On est à Londres en 1717. Imaginez un peu, les rues pavées, ce fameux brouillard qui s'accroche aux lanternes. Eh bien c'est là qu'un secret est sur le point de naître. Un secret vieux de plus de 300 ans. Mais attention, on va tout de suite oublier les théories du complot. Ce qui nous intéresse ici, c'est une histoire de fondation, la naissance d'une idée qui, sans faire de bruit, a contribué à façonner le monde moderne. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est d'où vient vraiment la franc-maçonnerie ? On a tous en tête les légendes, les chevaliers templiers, les mystères des bâtisseurs de pyramides. L'imaginaire est super puissant, c'est vrai. Et pourtant, la vérité historique, eh bien, elle est peut-être moins romanesque, mais elle est sans doute encore plus fascinante. Bon, mettons les choses au clair tout de suite. La source, elle n'est ni dans une crypte médiévale, ni au pied des pyramides. Non, elle est là, au cœur du bouillonnement intellectuel de Londres, au fond d'une simple taverne. Et ce qui la nourrit, ce sont les idées complètement nouvelles et audacieuses du siècle des Lumières. Voilà le programme que je vous propose. On va d'abord écarter les mythes pour faire place à l'histoire, la vraie. Ensuite, on plongera dans le contexte londonien de l'époque. On assistera, si l'on peut dire, à l'acte fondateur de 1717. Puis, on décryptera son texte fondateur. Et pour finir, on verra comment cette petite idée a fini par conquérir le monde. Allez, on entre dans le vif du sujet. Mais avant de parler de la véritable genèse, c'est important de comprendre à quel point l'imaginaire qui entoure cette fraternité est puissant, et ça depuis des siècles. Et tous ces récits, bien sûr, ils ne sont pas là par hasard. Ils donnent une aura de prestige, une sorte de lignée qui remonterait à la nuit des temps. L'idée d'une transmission secrète qui traverse les âges, c'est une mythologie vraiment forte. Sauf que les archives, elles, racontent une toute autre histoire. Une naissance beaucoup plus moderne et en fait tout aussi révolutionnaire. Alors, pour trouver ces fameuses origines, notre machine à remonter le temps ne va pas s'arrêter au Moyen-Âge. Non, on va faire un bond jusqu'au début du XVIIIe siècle, dans un Londres en pleine ébullition intellectuelle et scientifique. Et c'est là que tout bascule. On passe de ce qu'on appelle la maçonnerie opérative, c'est-à-dire les artisans qui construisaient pour de vrai les cathédrales, à la maçonnerie spéculative. Là, le but, ce n'est plus de construire un bâtiment en pierre, mais de se construire soi-même en tant qu'individu. Du coup, les outils du maçon, l'équerre, le compas, tout ça devient des symboles, des allégories pour parler de droiture morale, de justesse, de raison. Forcément, une transformation pareille, ça n'arrive pas par hasard, elle a été portée par un homme qui, à lui tout seul, incarne parfaitement l'esprit de son époque. Il faut regarder son parcours, c'est assez incroyable. Désagullier, c'est un véritable pont vivant entre des mondes qui à l'époque ne se mélangeaient pas vraiment. Pensez-y, c'est un réfugié huguenot, un prêtre anglican et en même temps un scientifique de renom, un disciple d'Isaac Newton. Pour lui, la maçonnerie, c'était une sorte de laboratoire social, un endroit où on pouvait rassembler des esprits éclairés au-delà des dogmes religieux et des querelles politiques. Il faut vraiment essayer de s'imaginer l'ambiance de l'époque. Vous avez la Royal Society qui est en train de révolutionner la science, les coffee houses, les cafés et les clubs de gentlemen sont pleins de débats passionnés. Dans ce climat d'effervescence totale, des gens cherchent de nouveaux espaces de liberté, des lieux loin du contrôle du roi, loin du contrôle des églises, pour pouvoir penser le monde différemment. Et c'est précisément dans ce contexte que l'idée va prendre forme. Alors laissons un peu l'atmosphère intellectuelle pour nous concentrer sur l'événement concret, sur l'acte de naissance officiel. Et cette grande histoire, elle ne commence pas avec une armée, ni avec un conclave secret dans un château. Non, elle commence avec juste 4 groupes, 4 petites loges locales qui se retrouvaient, assez discrètement, dans les tavernes bien animées de Londres. Et ça en dit long sur leurs origines. On n'est pas dans des temples majestueux, hein. On est dans des tavernes, des ale houses, des pubs, quoi. Des lieux de convivialité, des lieux où la parole était libre. Et c'est assez fou de se dire que le nom de ces établissements tout modestes est paradoxalement entré dans la grande histoire. Retenez bien cette date, 24 juin 1717. C'est le point de bascule. Ce jour-là, en décidant de s'unir pour former ce qu'ils appellent une grande loge, ces hommes ne créent pas juste un club de plus. Non. Ils fondent une véritable institution. Une institution capable d'établir des règles communes, de garantir une unité et surtout de permettre une expansion organisée. C'est ça, la naissance de la franc-maçonnerie moderne. Évidemment, une nouvelle organisation avec une telle ambition, ça a besoin d'un texte fondateur. Une sorte de charte pour définir sa philosophie et ses règles. Et ça, ce sera le rôle des fameuses constitutions d'Anderson. Le besoin était criant en fait. Les anciens règlements des maçons bâtisseurs, qu'on appelait les anciens devoirs, ne collaient plus du tout avec cette nouvelle fraternité philosophique. Il fallait un texte unificateur, une vraie constitution pour ce nouvel ordre social qui était en train de naître. Alors le rédacteur officiel de ce texte, c'est un pasteur écossais, James Anderson.
Mais l'architecte intellectuel, le cerveau derrière tout ça, c'est encore notre ami Desaguliers. C'est lui qui va insuffler dans ce texte l'esprit universaliste des Lumières, et surtout une idée qui pour l'époque était complètement radicale, la tolérance. Et le point crucial, il est là, dans cette phrase. Écoutez bien. Dans une Europe qui sortait à peine de décennies de guerres de religion sanglantes, oser écrire que des hommes peuvent se réunir autour de la seule religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, c'est absolument révolutionnaire. En gros, ça veut dire une croyance en un principe supérieur, mais sans dogme imposé. C'est un appel radical à la coexistence pacifique. Ce texte, en fait, c'est un véritable contrat social. Il dit « Soyez loyaux envers les lois de votre pays, ne trempez jamais dans des complots », et surtout, il demande de faire de la loge un sanctuaire. Un lieu où tous les sujets qui fâchent à l'extérieur, la politique, les querelles religieuses, eh bien, on les laisse à la porte. Le but, c'est de rassembler ce qui est épars, comme dit la formule. Alors, on en arrive à la question finale. Comment est-ce que cette idée, née dans le brouhaha d'une taverne de Londres, a-t-elle pu avoir un tel écho à travers le monde entier et à travers les siècles? Parce que la diffusion, elle a été fulgurante. En moins de 10 ans, le modèle traverse la Manche et s'implante en France. Juste après, il traverse l'Atlantique. Et là-bas, c'est un certain Benjamin Franklin, l'esprit des Lumières par excellence, qui en devient l'un des plus grands ambassadeurs. L'idée s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est vraiment ça l'essentiel à retenir. Ce que la franc-maçonnerie a proposé, c'est un modèle de sociabilité complètement inédit. Un espace où des gens de religion, d'origine, de classes sociales différentes pouvaient se rencontrer comme des égaux, débattre librement et surtout pratiquer la tolérance au quotidien. Pour l'époque, c'était une promesse incroyablement moderne et séduisante. Et toute cette histoire, cette fondation à Londres, ça nous renvoie à des questions très actuelles finalement. 300 ans plus tard, dans un monde où on a l'impression que les fractures se creusent de nouveau, que reste-t-il de cette ambition, un peu folle, de créer des espaces où la raison, le respect et la tolérance l'emportent sur tout le reste? Eh bien, la question reste ouverte.